Tempéo, c'est une société qui a 13 ans cette année, puisque je l'ai créée en 2005, et c'était déjà la poursuite d'une activité que j'avais exercée pendant 5 ans en tant que salarié pour une entreprise qui, elle, était basée à Lyon. Le métier de Tempéo, c'est quoi? Eh bien, c'est de conseiller, c'est de former dans un domaine très particulier qui est l'efficacité professionnelle. Et donc, ça fait aujourd'hui 18 ans que j'interviens sur cette thématique et que je travaille là-dessus. Je travaille sur la thématique de la gestion du temps. Je travaille aussi beaucoup, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la gestion de la messagerie. Je m'intéresse à la prise de parole en public, à l'animation de réunions et un petit peu plus à part à la gestion du stress. Je travaille principalement pour des grosses sociétés de la région, puisque je compte parmi mes clients des sociétés comme Wurth, comme Aguerre, comme ES, comme Novartis, Liber à Colmar, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez en savoir plus à mon sujet. N'hésitez pas à poser les questions, j'essaierai de les regarder pendant qu'elles s'affichent. Mais sinon, je vous proposerai plutôt que l'on fasse une séance de questions-réponses tout à la fin du webinaire quand j'aurai terminé ma présentation, si cela peut vous convenir. Voilà. Alors, le thème de ce webinaire, c'est comment nous perdons 1 jour et demi par semaine, mais j'aimerais quand même vous apporter aussi des solutions, et pas simplement vous expliquer comment vous perdez, mais aussi comment vous pouvez récupérer ce temps-là. Et le plan de mon webinaire, le plan du webinaire que je vous propose est le suivant. D'abord, je voudrais vous indiquer quelques éléments de contexte. Qu'est-ce qui caractérise la société, le travail dans le monde de 2018? Quels en sont les traits marquants? Qu'est-ce qui peut le définir du point de vue de la gestion du temps et de l'organisation et du point de vue de la gestion des interruptions. Puis évidemment, et ça c'est très important, je vous parlerai du prix, du coût des interruptions, ce que cela va vous coûter au quotidien et combien ces interruptions sont extrêmement chronophages et vous font perdre une quantité extraordinaire de temps. Mais vous verrez qu'il y a 2 autres inconvénients majeurs aux interruptions qui devraient vous motiver à lutter contre ces interruptions et à mieux les gérer. Évidemment, après ça, je voudrais qu'on prenne le temps de parler des moyens de défense qui sont à votre disposition, des solutions que vous pouvez mettre en œuvre pour vous protéger contre les interruptions. Et puis, j'aimerais aussi qu'on prenne le temps pour parler d'un mot un petit peu magique, c'est presque le sésame ouvre-toi. C'est le mot qu'Ali Baba prononcerait devant la caverne des 40 voleurs s'il devait aujourd'hui lutter contre l'organisation des autres. C'est le mot urgent. Urgent, vous avez dit urgent. Urgent, c'est un peu le sésame ouvre-toi de la désorganisation. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour reprendre un petit peu le contrôle. La durée de cette intervention, on a fixé 1 heure, et puis ça tombe bien parce que moi j'ai un déplacement qui démarre, faudrait que je parte au plus tard à 14 heures, donc on va pas déborder beaucoup. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que j'aurai fini ma présentation, je vous proposerai de me poser toutes les questions que vous voulez, et je ferai de mon mieux pour y répondre le plus efficacement possible. Si cela vous convient, je vous propose qu'on attaque en vous parlant, en entrant tout de suite dans les éléments de contexte dont je viens de vous parler. Et le premier élément de contexte que je voudrais vous présenter, c'est ce que j'appelle le TTS. Ce TTS, c'est quoi? C'est un trait qui me paraît caractéristique du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le tout de suite. Le TTS, c'est le tout de suite. C'est un trait qui est vraiment frappant dans la société de 2018, qui s'est inscrit dans nos modes de fonctionnement depuis quelques années, et qui fait que quand nous demandons quelque chose, quand nous demandons à un fournisseur, à un collègue, une tâche, une action, quand nous avons besoin d'informations, il nous paraît à peu près normal de recevoir cette information dans les minutes, voire dans les secondes qui suivent. Dans l'idéal, nous voudrions que nos demandes soient traitées avant même que nous ayons fini de les formuler. Et si c'est pas le cas, c'est un petit peu comme la petite fille que je vous montre sur l'illustration de ce diaporama. Si c'est pas le cas, nous avons l'impression de ne pas être traités comme nous le méritons. Nous avons l'impression que le service n'est pas de qualité. Et nous faisons un peu la tête comme la petite fille que je vous présente ici. Le deuxième élément de contexte, mais vous verrez qu'il est très très proche de celui-ci, c'est l'omniprésence
une accélération extrêmement forte des demandes et du temps que nous devons consacrer à chacune des tâches qui sont devant nous. Pour les plus anciens qui sont en train de suivre ce webinaire, ils se rappellent, ceux qui sont de ma génération, je veux dire, ils se rappellent peut-être qu'il y a 15 ans, 20 ans, quand on nous formulait une demande, quand un client nous demandait quelque chose, quand un collègue nous demandait quelque chose, ou que notre chef nous demandait quelque chose, en général, on disposait de 2-3 jours. Et de toute façon, même si le client voulait l'avoir plus vite, ça n'allait pas, parce que les outils qui étaient à notre disposition ne nous permettaient pas d'aller fondamentalement plus vite. Bien sûr, il y avait le fax, mais c'était une époque où envoyer un fax, on se demandait combien que ça nous coûtait, on ne l'utilisait qu'avec un petit peu de modération, parce qu'on ne pouvait pas envoyer, et puis c'était surtout pas adapté à des très très gros documents, ou alors c'était vraiment qu'en cas d'extrême limite. Aujourd'hui, avec les outils qui sont à notre service, ça va de plus en plus vite. Les choses vont de plus en plus vite, et c'est vraiment quelque chose qui est représentatif de notre époque. Nous allons de plus en plus vite. Troisième élément de contexte, c'est directement lié à ça à nouveau, c'est la numérisation. Nous vivons dans un monde entouré, fait de 1 et de 0, et ces outils nous entourent au quotidien, nous sommes connectés en permanence. Aujourd'hui, c'est à tel point qu'il y a un peu plus d'un an, on a été obligé les gouvernants se sont sentis obligés de sortir un texte de loi qui portait sur ce qu'on appelle le droit à la déconnexion des salariés. Le droit de ne pas être connecté à son travail à toute heure du jour et de la nuit. Quand on y pense, c'est quand même un petit peu fou que des gens se sentent obligés de dire, oui, vous salariés, vous qui travaillez, vous n'êtes pas obligés de travailler à toute heure du jour et de la nuit. On marche un petit peu sur la tête, à mon sens. Donc, cette numérisation, elle a entraîné cette hyperconnexion, cette hyperconnectivité, et le fait que nous soyons joignables quasiment à toute heure du jour et de la nuit, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Voilà, ça c'est le contexte dans lequel je voulais resituer cette intervention, dans lequel je voulais situer ce webinaire. Alors, pour attaquer la deuxième séquence de ce webinaire, qui est consacré au coût des interruptions, au prix des interruptions, je voudrais vous parler d'un élément qui s'appelle la loi de Carlson. En gestion du temps, il y a un certain nombre de lois qui permettent de définir quelques comportements et des règles, comme la loi de Pareto, la loi de Parkinson, etc. Et pour les interruptions, il y a un élément très intéressant qu'on appelle donc cette loi de Carlson. Carlson, c'était qui? C'était un universitaire suédois qui s'est intéressé à l'impact des interruptions sur le travail, à ce que les interruptions pouvaient coûter, est-ce qu'elles avaient un effet négatif. Et ce qu'on appelle la loi de Carlson aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, on peut le résumer avec, en quelques mots, qui disent que un travail interrompu, c'est inévitablement, forcément, sans aucune autre solution, un travail interrompu, c'est du temps perdu. Dès que nous sommes interrompus pendant un travail, pendant une activité, eh bien, nous perdons du temps. Quand est-ce que nous perdons du temps? Lorsque nous sommes interrompus. Ça n'est évidemment pas le temps spécifiquement consacré au traitement de l'interruption qui pose problème. Parce que une interruption qui nous coûte 5 minutes maintenant ou qui nous coûte 5 minutes dans 2 heures, nous coûtera toujours 5 minutes. Mais là où les interruptions nous coûtent énormément de temps, c'est quoi? Eh bien, c'est dans le temps que nous passons à revenir sur ce que nous étions en train de faire avant que l'interruption se produise. Le temps qu'il nous faut pour reprendre le fil de l'activité, du travail, de la tâche que nous accomplissions avant que nous soyons obligés de l'interrompre. Ça, c'est du temps perdu de manière absolument systématique et inévitablement. Alors, le temps que cela nous fait perdre dépend de 2 choses. Le temps que ces interruptions nous font perdre dépendent d'une part de la durée de l'interruption elle-même, en tout cas au moins jusqu'à un certain point. C'est évident que plus une interruption va être longue, plus le temps nécessaire à revenir sur ce qu'on était en train de faire au moment de l'interruption où l'interruption s'est produite, lui-même sera aussi beaucoup plus long. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ça dépend de la tâche, parce qu'il y a des actions, des tâches, des travaux qui, lorsqu'ils sont interrompus, n'ont que peu d'impact.
Et puis, il y a des travaux, des actions qui, lorsqu'elles sont interrompues, nous coûtent énormément de temps, pour lesquels il nous faut beaucoup de temps pour reprendre le fil de notre réflexion, le fil de notre pensée. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée du temps que une interruption peut coûter, parce que si vous avez une idée, je vous propose de mettre 20 minutes, nous dit Lanou, ça c'est beaucoup quand même. Y a-t-il d'autres propositions? Est-ce que est-ce que vous avez une idée? 6 minutes, ouais. 6 minutes, qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, par interruption? Non. Dieu merci, c'est quand même moins que ça. On estime, selon les études, qu'une interruption nous fait perdre en moyenne 64 secondes. C'est les estimations qu'on a aujourd'hui. Une interruption nous fait perdre en moyenne 64 secondes. Alors, évidemment, certaines interruptions, certaines tâches, quand elles sont interrompues, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, vont nous coûter beaucoup plus que 64 secondes. L'exemple que j'aime bien citer, c'est que j'envoie une newsletter régulièrement, j'écris dans un blog, et je sais que le mercredi matin, il ne faut surtout pas que je rédige cet article-là. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le jour où ma fille est présente dans la maison, et que quand elle vient m'interrompre sur ce travail-là, je sais qu'il va me falloir beaucoup de temps pour reprendre le fil de ma rédaction et reprendre le fil de ma pensée. Et là, on est bien évidemment sur ce type de tâche, c'est pas une minute de temps que ça va me coûter. Mais bon, on estime qu'une interruption, globalement, ça nous coûte 1 minute. Alors, cette minute, c'est 64 secondes. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça représente. Parce que la vraie question, c'est quel est le rythme des interruptions que nous subissons au quotidien? À quel rythme sommes-nous dérangés? Là encore, on va faire un petit sondage. Est-ce que là, vous avez une idée du rythme auquel les interruptions se succèdent dans un quotidien professionnel aujourd'hui, en 2018? J'attends vos idées sur la conversation, sur le chat. Alors, j'attends 15 minutes. Oula, quart d'heure, ouais, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a comme autre proposition? Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça doit pas être tout à fait complet. J'attends que vous ayez fini. 5 minutes, 20 minutes, 15, 10, 15 interruptions par jour, toutes les 5 minutes par la messagerie, 15 fois par heure, 3 fois par heure. Bon, y a des gens qui sont très optimistes, parce qu'une interruption toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, j'aimerais bien, mais la réalité est beaucoup plus difficile que ça. Toutes les 5 minutes par la messagerie, peut-être pas, 15 fois par heure, et ben 15 fois par heure, on n'est pas loin du compte, puisque une étude de 2004 estime que nous sommes interrompus aujourd'hui en moyenne toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, quelque chose, un outil, un collègue, quelque chose vient interrompre notre activité et quelque chose vient nous dire maintenant, il faut que tu changes d'activité, il y a quelque chose qui doit prendre la priorité. Toutes les 3 minutes, nous sommes interrompus, ce qui veut dire en clair que toutes les 3 minutes, nous perdons 1 minute. Et en d'autres termes, 1/3 de notre temps de travail est consacré à reprendre le fil de ce que nous faisions avant d'avoir été obligés par des interruptions de l'abandonner. 1/3 de notre temps. Ça peut paraître absolument colossal, mais je vous montrerai dans quelques instants une autre source qui confirme cette donnée-là. Et j'ai lu il y a quelques mois un article du Monde qui donnait 29% du temps consacré à revenir sur ce qu'on était en train de faire. Le Monde disait 29%, moi je dis 33%. Pour les 4 points d'écart, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas... Il n'y a pas de différence. Alors non, toutes les 3 minutes, ça veut dire que toutes les 3 minutes, nous devons consacrer 1 minute. Donc aussi dans la séquence de 3 minutes qui suit la première, c'est bien 1/3 de notre temps qui est consacré, puisque toutes les 3 minutes, il nous faut consacrer 1 minute à revenir sur ce qu'on était en train de faire. Donc, vous le voyez, le premier problème lié aux interruptions, c'est un problème de productivité. De fait, une gestion efficace des interruptions est une source de gain de temps, une source de productivité absolument essentielle, absolument colossale. Alors, on ne va pas imaginer qu'il serait possible de supprimer toutes les interruptions de notre quotidien. Ça n'est pas possible,
dans un quotidien professionnel, et pour être franc, ça n'est pas forcément toujours très souhaitable non plus. Mais imaginez simplement que l'impact des interruptions, nous le divisions par deux, c'est-à-dire que nous arrivions à réduire de moitié l'impact des interruptions. Ça veut dire que nous gagnerions 6 heures, grosso modo, 6 heures par semaine. Un tiers de notre temps, c'est à peu près une journée et demie. La moitié, ça nous fait à peu près 6 heures de gain de temps potentiel par semaine, de productivité supplémentaire chaque semaine. Et j'ajoute que c'est une productivité saine, c'est une productivité intéressante. Pourquoi? Parce que c'est pas une productivité que j'appellerais presse citron, c'est une productivité saine parce que, au contraire, je gagne ce temps en rejetant une partie de la pression que les autres m'envoient, une partie de la pression que je subis. C'est donc vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant de faire. Gagner 6 heures tout en supprimant, en rejetant la pression que les autres nous envoient, moi je trouve que c'est quand même un enjeu extrêmement intéressant. Mais la productivité n'est pas le seul problème lié aux interruptions. Il y a un deuxième problème qui a été révélé, qui a été mis en exergue par une étude de l'Université du Michigan publiée en janvier 2013. Moi, je n'affiche pas le texte. Tant pis. Cette étude dit que un travail interrompu, c'est au moins 2 fois plus d'erreurs. Quand nous sommes interrompus durant un travail, durant une activité, eh bien, nous faisons des erreurs que nous ne ferions pas si nous avions pu mener notre travail à son terme sans être dérangés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième problème qui est lié aux interruptions, c'est un problème de qualité. C'est un problème de qualité de notre travail. Et c'est pas contre-intuitif si je vous dis que quand vous êtes dérangé dans un travail, vous faites plus d'erreurs. Je suis à peu près certain que personne ne me dira ça paraît absolument idiot, c'est pas possible. Non, intuitivement, on se rend bien compte que cette étude donne des résultats auxquels on pouvait s'attendre. Mais il y a un troisième élément auquel je voudrais vous rendre attentif, une troisième conséquence néfaste des interruptions, et ça, à mon sens, c'est véritablement le plus important, c'est qu'on considère aujourd'hui que les interruptions sont le premier facteur de stress au travail. C'est-à-dire que la première cause de tension, de stress, d'énervement dans notre quotidien professionnel, ce sont justement ces interruptions. On a tous en tête peut-être cette journée où on avait 1 ou 2 tâches très importantes à faire en disant il faut absolument que cela soit terminé. Ce soir, je dois le mettre sur mon bureau de mon chef ou ça doit être dans la boîte mail de mon client. Et puis on voit la journée s'avancer au fur et à mesure, les collègues qui rentrent, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, les mails qui se succèdent en permanence. Et puis le temps qui est disponible pour faire ce travail qui se réduit à la portion congrue, et puis le travail qui n'avance pas. Ça, c'est extrêmement générateur de stress. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans une activité qui est stressante en permanence, dans laquelle vous êtes dérangé en permanence, le stress répétitif, là, il va avoir un problème, une conséquence grave, c'est que ça peut vous amener au burn-out, et là, la conséquence, c'est votre santé. Donc, la troisième conséquence négative des interruptions, c'est qu'elle a un impact très négatif sur votre santé, c'est un impact sanitaire. Donc, je récapitule. 3 effets négatifs des interruptions. 1, c'est un problème de productivité. 2, les interruptions nous posent un problème de qualité de notre travail. Et troisièmement, et c'est le plus important, je pense, les interruptions ont un effet extrêmement délétère sur notre santé. Ces 3 enjeux, ces 3 éléments-là font qu'à mon sens, il est extrêmement important de lutter contre les interruptions et de les mettre sous contrôle. Alors, avant de rentrer dans les causes et dans les solutions qui sont à notre disposition pour limiter l'impact des interruptions, je voudrais vous montrer une donnée que j'ai trouvée mais vraiment très intéressante, qui a été publiée par la Harvard Business Review il y a, on la voit à nouveau, on la voit pas. Alors, je vais vous les donner de tête. C'était des données qui s'intéressaient au nombre de communications par personne et par décennie. Par personne, par an et par décennie. Ces données faisaient état, dans les années 80, par exemple, de 4000 communications par personne et par an. 4000.
Dans les années 90, nous serions passés à 9000. Et aujourd'hui, selon cette étude, nous serions à 30 000 communications par personne et par an. Je précise bien dans un contexte professionnel. 30 000 communications par personne et par an dans le cadre de notre activité professionnelle. C'est colossal. Ramener à quoi? 200 jours de travail par an, sur 7 à 8 heures, ça fait 150 par jour. Sur 7 à 8 heures par jour, on arrive à peu près aux 20 à l'heure, c'est-à-dire en moyenne à une toutes les 3 minutes que je vous indiquais tout à l'heure. Oui, une communication, c'est un message, c'est quelqu'un qui rentre dans mon bureau, qui vient nous déranger. C'est donc absolument colossal. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que ce phénomène a connu une explosion dans les années 2000 et a continué de s'amplifier dans les années 10, dans la période que nous vivons actuellement, dans la décennie actuelle. Avant, dans les années 80, on n'avait pas ce problème-là. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, tout simplement, de nouveaux outils sont apparus. Et c'est ce que nous explique l'étude à laquelle je fais référence, là, qui a été publiée en janvier 2015 par la Harvard Business Review. De nouveaux outils sont apparus. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous les connaissez aussi bien que moi. Il y a le mail, mais il y a aussi ces outils-là, le téléphone portable. Il y a maintenant les outils de chat, de communicateur, Messenger que l'on met aussi en place dans certaines entreprises, dans certaines organisations. Il y a des outils de travail collaboratif qui, eux aussi, si on les paramètre pas correctement, peuvent nous envoyer des notifications, etc. Tout ça fait qu'aujourd'hui, nous devons faire face à 30 000 communications par personne et par an. Ce qui est, mais vraiment colossal. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'avant, nous nous en passions. Dans les années 70, 80, jusqu'au milieu des années 90, nous arrivions à travailler sans avoir à utiliser ces outils-là. Et ça marchait aussi. Les plus anciens s'en souviennent, les gens comme moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une part de ces outils, et c'est ce que nous dit aussi l'étude à laquelle je fais référence, une part de ces communications, de ces messages, est liée au simple fait que nous pouvons envoyer ces messages. Toute une partie des messages que nous ne les générons quasiment que parce que nous pouvons le faire. Et donc, si vous regardez le contenu, par exemple, de vos boîtes de réception, je pense que la plupart d'entre vous conviendront avec moi que, il y a une partie des mails que vous recevez au quotidien qui n'ont un intérêt que limité. Et je parle pas forcément du spam, je parle aussi des mails que vous envoient des collègues, des gens bien intentionnés, des gens avec qui vous travaillez, qui vous envoient un message simplement parce que ils ne savaient pas si vous travailliez sur le dossier, si ça pouvait vous intéresser, et par sécurité, ils vous ont mis dans la boucle. Donc, on a toute une partie des messages qui sont envoyés simplement par ce qu'on fait. Et puis, ce qui est important aussi, je trouve, à ce propos, c'est que finalement, puisqu'avant on pouvait vivre sans ces messages, sans ces outils, c'est que ces outils ont entraîné des nouveaux comportements. C'est pas les outils qu'il faut vouer aux gémonies, c'est pas les outils qu'il faut jeter. Je suis le premier à dire ma boîte de réception Outlook est extrêmement utile, que mon téléphone portable va me rendre de très très grands services. Mais par contre, c'est notre façon de les utiliser et de nous comporter avec ces outils qui, à mon sens, doit être revu, doit être réinterrogé. Typiquement, par exemple, l'un des réflexes que j'ai eu quelques minutes avant de commencer ce webinaire, c'était quoi? C'était de couper mon téléphone portable. C'était de me débrouiller pour que ce téléphone, cet outil qui m'est pourtant très utile, ne vienne pas me déranger pendant que je m'adresserai à vous. D'accord? Eh bien, c'est un peu ce type de comportement que je voudrais vous proposer d'adopter. Mais avant de rentrer là-dedans, on va quand même s'interroger sur ce qui semble quand même être une cause très importante d'interruption, c'est-à-dire moi-même. Nous sommes nous-mêmes des générateurs d'interruptions, des générateurs de moments où nous zappons, nous passons d'une activité à l'autre. Il y a deux causes principales à ces auto-interruptions. La première, c'est quoi? C'est notre tendance parfois à ce que j'appelle la digression mentale. La digression mentale, c'est quoi? C'est le fait que lorsque vous travaillez sur un dossier, un mot, une phrase, par association d'idées, vous font penser à autre chose. Tiens, faudrait que j'envoie un mail à un tel, faudrait que je téléphone à Bidule, que j'aille voir mon collègue, etc. Et que
surtout, l'interruption, c'est quoi? C'est que vous cédiez à la tentation de réagir immédiatement. Alors, là, évidemment, la première stratégie à adopter face à ces auto-interruptions, c'est de ne pas céder à cette tentation. Mais pour ne pas y céder, il faut que vous vous garantissiez que l'interruption, que la chose à laquelle vous venez de penser, qui est en train de vous trotter dans la tête, soit faite au moment où vous aurez décidé de le faire. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous donniez cette garantie. Et pour ça, il est indispensable de le noter. Si vous êtes en train de travailler, que vous pensez qu'il faut envoyer un mail à collègue ou passer un coup de téléphone, notez-le en vous disant « je le ferai dès que j'aurai terminé ce que je suis en train de faire ». Et à ce moment-là, vous pourrez évacuer cette auto-interruption et revenir sur ce que vous aviez décidé de faire. Le deuxième élément concernant les auto-interruptions, c'est que une part des auto-interruptions est liée à une limite du cerveau humain dans notre capacité à nous concentrer dans la durée. Notre cerveau est conditionné pour se concentrer pendant un certain temps. Quand cette durée est atteinte ou dépassée, eh bien nous allons naturellement générer des auto-interruptions. Ces auto-interruptions sont de toutes sortes. Certaines peuvent être les digressions mentales que je viens d'évoquer. Et là, les digressions mentales ne sont finalement que le symptôme d'une certaine fatigue intellectuelle. Mais ça peut être, si vous êtes fumeur, c'est inévitablement vous aurez envie d'aller fumer une cigarette. Et puis pour les autres, c'est j'ai envie de boire un verre d'eau, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes, enfin, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez limiter l'impact des auto-interruptions, il faut absolument que vous appreniez à ne pas dépasser une durée donnée sur la même tâche, et quand vous la dépassez, il faut vous autoriser des pauses. Cette durée, c'est quoi? Eh bien, on estime que c'est 45 minutes, 1 heure. Au-delà de 45 minutes, 1 heure, il faut faire un mini-break, 3 à 5 minutes. Et au-delà de la deuxième heure, sur le même sujet, dans la même activité, il faudrait faire une vraie pause, 10 minutes, un quart d'heure, pour se rafraîchir les idées, s'aérer les neurones, si j'ose dire, et puis dans l'idéal, changer d'activité, faire autre chose, quitte à ce que vous repreniez l'activité, le travail en question, en deuxième partie de journée, sur l'après-midi. Mais en tout cas, si vous voulez limiter l'impact des auto-interruptions, évitez de travailler plus que 45 minutes, 1 heure, deux séquences de suite de 45 minutes, 1 heure sur la même activité. Pour ça, il y a un petit truc, une petite méthode, une méthode que j'aime bien, qui s'appelle la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Pomodoro, P-O-M-O-D-O-R-O, comme les tomates en italien, qui est une méthode qui s'appuie sur des séquences de 30 minutes, enfin plutôt de 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. 25 minutes de travail à fond pendant lesquelles on ne fait rien que de travailler et 5 minutes de pause. Ça s'appuie aussi sur le constat, cette méthode Pomodoro, que notre cerveau a besoin de se récompenser, a besoin de se donner des récompenses. Et pourquoi certaines personnes adorent-elles les interruptions? Eh bien parce que notre cerveau se récompense dès qu'on a géré une petite tâche, un travail sans intérêt, dès qu'on a réussi à régler un petit problème sans intérêt. Et c'est pour ça que certains ou certaines d'entre vous là qui suivez ce webinaire avaient peut-être ce réflexe, cette tentation de répondre, de sauter immédiatement sur les interruptions qui se produisent dans votre environnement, tout simplement parce que ça vous fait du bien. De fait, un neurologue français qui s'appelle Laborie, L-A-B-O-R-I-T, s'est rendu compte que notre cerveau, quand on réglait un petit problème, quand on réglait une de ces petites interruptions, eh bien notre cerveau libérait des endomorphines, les hormones du plaisir, et c'est donc pour ça que nous avons la tentation de céder très facilement aux interruptions. Donc pensez à ça la prochaine fois que quelqu'un frappe à votre bureau ou que vous avez la tentation de régler un petit problème. Maintenant, on va passer aux autres sources d'interruptions. Moi, j'en identifie 3 principales, autres vecteurs d'interruption. On va d'abord avoir le collègue, la personne qui rentre dans mon bureau. Alors je dis collègue, mais ça peut aussi être mon chef, ma hiérarchie. Ça peut aussi être un client qui vient jusqu'à mon bureau, etc. Deuxième source d'interruption, le téléphone. Et puis troisième cause, origine, vecteur d'interruption, celui-là qui est apparu depuis quelques années, la messagerie électronique sous toutes ses formes. Alors, on va commencer par le premier, on va les prendre les uns après les autres et voir quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en œuvre pour gérer les interruptions que ces vecteurs-là nous amènent. Le collègue qui rentre dans mon bureau,
Ben là, je vois une solution qui est extrêmement efficace, qui marche très très bien. C'est une phrase presque magique, c'est « Laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire, je m'occuperai de ton problème tout à l'heure. Laisse-moi terminer, je verrai ton problème, je m'en occuperai tout à l'heure. » Cette phrase, elle est bénéfique à 2 titres. D'abord, quand vous reportez l'interruption dans le temps, qu'est-ce qui va se passer dans un certain nombre de cas? Ça ne sera pas systématique, ça ne sera pas toutes les interruptions, mais il y a un certain nombre d'interruptions qui vont subir un sort magnifique, c'est qu'elles vont disparaître. Elles vont disparaître pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la personne qui vous a amené l'interruption n'a pas envie d'attendre. Et comme vous ne lui donnez pas votre disponibilité au moment où elle le souhaite, eh bien elle va se débrouiller sans vous. Et ça va être un effet extrêmement positif. Ça veut dire que cette interruption, elle va disparaître. Elle va complètement disparaître, et même en lui disant « reviens me voir dans une demi-heure, reviens me voir dans une heure », eh bien vous vous rendrez compte que le collègue se passera de vous et que dans une heure ou une heure plus tard, il ou elle ne viendra pas pour régler ou pour avancer sur ce problème-là. Ça doit quand même souligner un élément qui me paraît très important, c'est que toutes les interruptions de notre quotidien professionnel ne sont pas toutes légitimes. Il y a des interruptions qui ne devraient pas exister dans notre quotidien professionnel. Et l'exemple que j'ai en mémoire, l'exemple type, c'est cette personne que j'ai eue dans une formation il y a 2 ou 3 ans, dans une entreprise. Alors la personne qui m'a rapporté cette anecdote travaillait au service RH, et l'entreprise pour laquelle elle travaillait, et tout le service RH d'ailleurs, avait mis en place un intranet dans lequel tous les salariés trouvaient à peu près toutes les réponses auxquelles ils pouvaient avoir besoin, dont ils pouvaient avoir besoin à propos des ressources humaines, à propos de vacances, enfin, etc. Et elle me pose cette question, elle me dit « Oui, mais comment est-ce que je dois faire quand quelqu'un me demande à combien de jours de congé ai-je droit si je me marie l'année prochaine ?» Eh bien, moi, je pense que cette question-là est illégitime, au moins dans cette entreprise-là. Pourquoi? Parce que la réponse à cette question est accessible à tous les salariés de l'entreprise, simplement sur l'intranet de l'entreprise. Et que donc, la seule solution qu'elle a pour ne plus être interrompue face à par ce type de questions, c'est de dire aux gens gentiment mais fermement « Laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire, je t'apporterai la réponse que tu souhaites plus tard. » Voilà, ça c'est pour les collègues. J'espère que ça vous donne une première piste. Le téléphone, lui, il est intéressant parce que lui, on va pouvoir travailler sur une logique de riposte graduée. On va avoir plusieurs niveaux plusieurs niveaux de solutions pour traiter les interruptions qui nous viennent par le téléphone. La première, c'est celle qui est en œuvre actuellement sur mon téléphone professionnel. C'est quoi? C'est le répondeur. Si quelqu'un voulait m'appeler pendant le webinaire, au moment où je vous parle, eh bien, il tomberait sur mon répondeur téléphonique. Peut-être qu'il me laisserait un message et je traiterai sa demande après avoir terminé notre petit échange. Voilà, ça c'est le premier. Je peux me mettre en répondeur. Si le répondeur n'est pas possible, j'ai par exemple des clients qui, dans les consignes de l'entreprise, disent « Ne vous mettez jamais en répondeur, c'est peut-être un client qui a fait un faux numéro et je veux que tous les appels entrant dans l'entreprise soient décrochés. » Eh bien, si cette solution n'est pas possible, on peut aussi s'organiser dans une équipe en transférant momentanément les appels vers un collègue. Il s'agit simplement de vivre en bonne intelligence et de négocier avec le collègue. Écoute, pendant 1 heure ce matin, tu me protèges, je transfère mes appels vers ton poste. Et puis, en contrepartie, cet après-midi, quand tu seras, toi, dans un travail que tu veux absolument protéger, eh bien, tu me renverras l'ascenseur, c'est-à-dire que tu dévieras tes appels vers moi et je répondrai à ta place à tous les appels qui te sont destinés. Évidemment, l'objectif, c'est pas de faire le travail du collègue. L'objectif, c'est simplement de dire aux appelants, mon collègue est en réunion pour le moment, il est en rendez-vous, est-ce que je peux prendre un message et il vous rappellera plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dès lors qu'on est à 2, 3, voire plus dans une équipe, c'est se protéger mutuellement. Troisième niveau, c'est le filtrage à l'entrée. Je crois que ça, on le pratique tous un petit peu, même si on n'ose pas forcément le formaliser. Eh bien oui, moi, quand mon téléphone sonne, j'ai le réflexe de regarder qui m'appelle, quel est le numéro de l'appelant, et je ne vous cache pas qu'il m'arrive, selon l'appelant, de temps en temps, de dire « Ah ben, cet appel, je ne vais pas le prendre. Je vais laisser mon interlocuteur me laisser un message, tomber sur la boîte vocale, et donc je vais filtrer à l'entrée. » Dernier niveau,
c'est de proposer, on ne peut pas se mettre sur répondeur, on ne peut pas transférer, on a décroché, on a notre interlocuteur et on se rend compte que ce qu'il nous apporte ne mérite pas d'abandonner ce qu'on est en train de faire. Eh bien, on va lui dire, ok, je prends note de votre demande, je vous rappelle. Alors bien sûr, là, par rapport aux solutions que je vous ai présentées, l'interruption est beaucoup plus prégnante, elle est beaucoup plus présente, mais là encore, ça va être un peu la même stratégie que quand le collègue rentre dans mon bureau. Je vais limiter l'impact de l'interruption au moment où il se produit pour le reporter à un moment où ça sera moins gênant, où ce sera un petit peu moins dérangeant. Voilà. Ça, c'est pour le téléphone. Et puis, le mail. Le mail, la messagerie, elle est devenue omniprésente. Alors le mail, moi je parle des interruptions électroniques de manière générale, hein, puisque si vous avez un outil comme Messenger, un chat entre collègues, vous allez pouvoir adopter la même stratégie. Mais là, pour ça, je pense que la stratégie est encore plus simple que pour le reste. C'est de désactiver les notifications. Désactiver les messages qui vous préviennent que vous avez reçu un mail. Enfin, en vertu de quoi cet outil-là prendrait-il le pas sur notre travail, sur ce que nous sommes en train de faire? En vertu de quel principe non écrit, de quelle loi divine devrions-nous laisser tomber séance tenante tout ce que nous sommes en train de faire, simplement sous prétexte qu'un mail vient d'entrer dans notre boîte de réception ou que quelqu'un essaie de nous déranger par un chat, par Messenger ou par ce type d'outil? Il n'y a a priori aucune raison valable. Alors, moi, s'il y a vraiment un conseil que je voudrais vous donner, et ça relève de l'écologie personnelle, l'écologie au sens où on va lutter contre la pollution de notre quotidien professionnel, ce conseil, c'est quoi? C'est de désactiver systématiquement les notifications qui vous préviennent de l'arrivée des mails dans votre outil. Dans Outlook, c'est pas compliqué. Si vous utilisez Outlook, ça se fait dans le menu Fichier, Options, vous cliquez sur l'onglet Courrier, et là, vous trouverez un petit chapitre qui vous permettra de désactiver les alertes. Ce sont 4 cases à décocher. Donc, Fichier, Options, onglet Courrier, et vous verrez que s'affichera les 4 cases à décocher. Dans Lotus Notes, si vous travaillez sur Lotus Notes, c'est dans Fichier, Préférences, Utilisateur, si je me souviens bien. Et là encore, vous avez des notifications. Si vous utilisez Thunderbird, vous trouverez aussi un endroit où vous pourrez désactiver ces notifications. Et il faut absolument les désactiver. Pour information, on estime aujourd'hui que le nombre de mails quotidiens dans un contexte professionnel est de 45 en France. Donc, 45 mails par jour et par personne. Si vous laissez les notifications activées, ça fait 45 interruptions. Ce qui fait, en moyenne, 45 minutes de perdu chaque jour, simplement à cause des notifications. Eh bien, en les désactivant, là, vous gagnerez 45 minutes chaque jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quelques clics et 45 minutes de gagné chaque jour. C'est quand même magique comme effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez réagir à cette question-là, parce que je sais que dans les formations que j'anime, les gens sont souvent surpris et ont un petit peu de difficulté à accepter ça. En fait, ça part d'une idée qui est que le mail n'est pas l'outil d'urgence. Le mail n'est pas l'outil d'urgence, c'est le téléphone ou éventuellement le face-à-face. Et je prends souvent cette image, cette comparaison qui va peut-être vous faire sourire, mais si par malheur un incendie se déclare chez vous, ça ne vous viendrait pas l'idée d'envoyer un mail aux pompiers. Ça fait rigoler comme ça. Non, vous allez prendre votre téléphone et vous allez les appeler et vous aurez raison, ce sera beaucoup plus efficace. Donc le mail n'est pas l'outil d'urgence, donc on peut le laisser de côté. Oui, c'est ça, c'est une question de survie. Et c'est pareil dans votre vie personnelle, on est d'accord. Votre téléphone, vous pouvez là aussi désactiver les notifications qui vous préviennent de l'arrivée d'un SMS, qui vous préviennent d'une information, qui vous préviennent les notifications de LinkedIn, de Facebook, etc. Un article du Monde l'année dernière donnait un conseil absolument intéressant, absolument hilarant, je trouve, pour retrouver le contrôle de nos nuits, c'est d'acheter un réveil. Parce que la plupart des gens utilisent leur téléphone comme outil de réveil, sans désactiver les notifications, sans se mettre
en mode avion, et du coup, il risque d'être dérangé, mais à maintes reprises pendant la nuit. Donc, désactivez les notifications de tous les outils de votre quotidien, activez-les, allez les regarder quand vous avez décidé de le faire, traitez vos mails à votre rythme. Moi, une fois par jour dans mon métier, en général, ça suffit. Maintenant, peut-être que dans votre activité professionnelle, faut-il y aller une fois toutes les heures, j'en sais rien, mais traitez vos mails au moment de votre choix, et surtout pas quand l'outil décide que vous devez vous occuper de lui. Ça, je le répète, c'est une question de survie, comme le dit l'un d'entre vous. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une question d'écologie, c'est pour chasser la pollution de mon quotidien. Voilà les stratégies que je vous propose pour gérer les interruptions. Et puis, je voudrais aussi vous parler de ce mot magique, cette espèce d'abracadabra de la désorganisation des autres, qui est le mot urgent. Je sais que dans votre quotidien professionnel, vous rencontrez ce mot-là extrêmement souvent, et dans bien des cas utilisé à mauvais escient. Alors, dites-vous bien que dans la plupart des cas, l'utilisation du mot urgent est mauvaise. Urgent, ça veut dire quoi? Urgent, ça veut dire tâche ou action à effectuer immédiatement. C'est ça. Une urgence, c'est pas une tâche importante, c'est une tâche à effectuer immédiatement. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que toutes les tâches qui arrivent dans votre environnement de travail, affublées du qualificatif urgent, méritent ce qualificatif? Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que dans la plupart des cas, ça n'est pas une vraie urgence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour régler la question, moi, je vous propose une solution simple qui va marcher dans 80% des cas. Cette solution simple et efficace, c'est de remplacer, c'est de bannir définitivement le mot urgent de votre quotidien professionnel et de le remplacer par un autre mot qui est le mot délai. Quand vous entendez le mot urgent, vous demandez à votre interlocuteur, mais c'est pour quand? Quelle est la réalité du délai qui se cache derrière ce mot-là? Parce que si l'on réfléchit bien, quelles sont les causes de l'urgence? Qu'est-ce qui fait que certaines tâches qui viennent de l'extérieur, parce que dans un instant je vous parlerai de l'urgence endogène, mais qu'est-ce qui fait que mon environnement va générer des urgences? Moi, je crois qu'il y a trois principales causes à l'urgence dans notre quotidien, trois principales origines de l'urgence que les autres m'amènent. D'abord, on a quoi? D'abord, on va avoir les problèmes d'organisation. Le travail qui est demandé est en place est connu depuis 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et le collègue se réveille en vous disant « Maintenant, c'est urgent, je me suis un peu loupé ». Ben là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va réagir, on va éteindre l'incendie qui est en train de se déclarer, et puis, si nécessaire, si on est face à un multirécidiviste de l'urgence, on va lui faire remarquer que ça serait bien qu'il fasse des efforts d'organisation et qu'il arrête de nous enquiquiner avec sa désorganisation. Ça, c'est la première source d'urgence. La deuxième source, c'est quoi? Eh ben, c'est le pépin, l'incident, l'accident. Le serveur informatique qui tombe, le camion de livraison qui amène pas le matériel à temps, enfin vraiment l'incendie, l'incident qui fait qu'effectivement on n'a pas d'autre solution que de prendre son extincteur et d'éteindre l'incendie qui est en train de se déclarer. Mais ça, je crois que ça ne représente que 20% des tâches dites urgentes qui apparaissent dans notre quotidien professionnel. Et que 80% des urgences viennent de ce qu'on appelle, de ce que moi j'appelle l'urgence facilitée. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement du fait que c'est beaucoup plus simple de demander à un collègue « Tiens, c'est urgent » que de lui dire « Écoute, j'ai besoin de ce travail-là, j'ai besoin que tu me donnes cette information-là pour ma réunion de mardi matin, est-ce que je peux compter sur toi ?» Je préfère lui dire « C'est urgent ». Comme ça, comme je sais que mon collègue est efficace, motivé, et qu'il tient à respecter les délais qu'on lui donne, et bien comme ça, mon collègue va faire ça tout de suite. Et puis moi, je serai tranquille. L'urgence va rejoindre, quand il va me donner le papier, va se mettre sur la pile qui est sur mon bureau, juste au-dessus des urgences d'hier, qui elles-mêmes sont au-dessus des urgences de la semaine dernière, et on peut remonter comme ça dans le temps. Avec le réflexe du délai, quand vous demandez à l'autre « c'est pour quand ?» eh bien, vous réglez 80% de ces urgences facilitées, parce que là, vous amenez l'autre, vous amenez votre interrupteur à s'interroger sur le délai et la façon dont ce délai peut se partager, la façon dont ce délai peut se décomposer, se répartir entre lui et vous. Donc vraiment, quand on vous dit urgent, ayez ce réflexe du délai. Demandez c'est pour quand. Après, je vous ai parlé là des urgences
exogènes, celles qui viennent de votre environnement, de vos collègues, de vos clients, etc. Mais il y a une autre source d'urgence. C'est ce qu'on appelle aussi les urgences endogènes. Et ça, je fais référence à un livre qui est extrêmement intéressant d'une dame qui s'appelle Nicole Aubert. Attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous le voyiez bien. Qui n'est pas nouveau, hein, parce que je crois qu'il date de 2004, 2005, maintenant ces eaux-là. Et qui s'appelle Le culte de l'urgence. Nicole Aubert est une sociologue qui s'est intéressée à l'urgence et elle consacre un chapitre extrêmement intéressant à ce qu'elle appelle l'urgence comme construction mentale. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement du fait que certains ou certaines d'entre nous, peut-être même tous, tout le monde, projettent dans des tâches qui sont demandées par les autres une urgence qui n'existe pas. Et Nicole Aubert propose 3 origines à cette urgence en tant que construction mentale. La première, c'est le manque d'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à prendre une position ferme, mais sans rentrer dans l'agressivité. C'est la capacité à défendre sa position fermement, sans être dans l'agressivité, sans être dans l'agression de l'autre. On pourrait résumer ça en disant que l'assertivité, c'est ni paillasson, sur lequel on s'essuie les pieds, ni hérisson, c'est-à-dire qu'on n'ose plus l'approcher. D'accord? Eh bien, les gens qui manquent d'assertivité, quand on leur demande un travail, ont tendance à vouloir créer l'urgence, à construire mentalement cette urgence. C'est particulièrement vrai dans un profil que moi je rencontre assez souvent dans les formations que j'anime, que j'appelle un peu ironiquement, mais pas méchamment, que j'appelle les mères Teresa. Les mères Teresa, ce sont des gens qui, dans leur travail, considèrent qu'ils doivent aider les autres en permanence et que leur mission, c'est de rendre plein de services aux autres. Bien sûr qu'un certain nombre des services et des tâches qui leur sont demandées font partie de leur travail, mais elles perdent trop souvent de vue que leur mission, c'est pas juste de solutionner les petits soucis des autres, elles ont tous et toutes des missions, des tâches, des travaux, des comptes à rendre, et ceux-là, elles les ont tendance à les oublier. C'est Edgar Morin qui disait à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, nous avons oublié l'urgence de l'essentiel. Et c'est un petit peu l'un des traits marquants, l'un des problèmes que nous vivons aujourd'hui. L'urgence nous fait perdre de vue l'essentiel. Pour les mères Teresa et les gens qui manquent d'assertivité, c'est particulièrement vrai. Un deuxième phénomène, alors moi je l'ai nommé le syndrome de Superman. Qui va être générateur d'urgence, qui va faire de l'urgence une construction mentale, c'est que tant qu'on est capable d'encaisser, tant qu'on est capable de traiter toutes les choses qui nous arrivent, que ce soit par mail, par téléphone, par le collègue qui rentre, on a le sentiment, ou plutôt l'illusion que tout est sous contrôle et qu'on est à sa place, que l'on est bien dans son job. C'est particulièrement vrai, souvent, j'ai vu il y a quelque temps, ce sont des gens qui venaient d'avoir une promotion. Ils en étaient particulièrement fiers, et sans doute à juste titre. Mais le problème, c'est que dans cette promotion, ils étaient extrêmement sollicités, notamment par les mails, enfin de tous les côtés. Mais comme eux, ces nouvelles sollicitations faisaient absolument partie des nouvelles responsabilités qu'ils devaient assumer, eh bien, ils avaient le sentiment qu'ils devaient réagir, tout gérer, tout contrôler, et tout ça au moment où les choses se produisaient, et que ça les rassurait de savoir que, eh bien, un peu comme Superman qui était capable de traiter de multiples tâches en même temps, eux aussi étaient capables de traiter de multiples choses au même moment. Ça, c'est le syndrome de Superman. Ça, c'est pas Nicole Aubert qui le nomme, mais je trouvais que c'était une façon amusante de formuler cette façon de voir. Et puis, il y a un dernier phénomène que Nicole Aubert met en évidence par rapport à l'urgence, c'est la peur du vide. La sensation que tant que les choses arrivent, j'existe, je sers à quelque chose, je suis utile dans mon organisation. Et ça a aussi tendance à nous faire privilégier les tâches qui rentrent, les interruptions, et ça a tendance à nous faire réagir, voire surréagir face à toutes les sollicitations. Et c'est aussi une des causes d'urgence exogène, une cause d'urgence comme construction mentale, telle que Nicole Aubert nous le propose. Voilà. Avant de vous passer la parole, je voudrais simplement résumer. Je vous rappelle quand même que les interruptions sont vraiment un facteur extrêmement chronophage. Il est absolument indispensable, si vous voulez contrôler votre quotidien professionnel, de lutter
contre ces interruptions avec les stratégies que je vous ai proposées. Laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire. Le téléphone, on a les ripostes graduées. Et surtout, de grâce, désactivez toutes les notifications de tous les outils qui sont autour de vous. C'est autant d'interruptions que vous n'aurez pas à subir. Je vous rappelle qu'un tiers des interruptions, grosso modo, 150 en moyenne par jour, 45 mails par jour, c'est grosso modo un tiers des interruptions. Et en désactivant les notifications, vous éliminez un tiers des interruptions de votre quotidien et vous gagnez 45 minutes d'interruption chaque jour. Ça commence à valoir le coup. Tout ça au prix d'un effort extrêmement faible. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter des éléments d'information. Maintenant, il nous reste un petit quart d'heure. Si vous voulez me poser des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à les afficher sur le chat. Je suis en train de les regarder. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper. Je ne vois pas encore ce qu'il ou elle est en train de me demander. Je vais attendre que cela s'affiche. Je suis en train de mettre la pression pour que le texte s'affiche un petit peu plus vite. Alors, il y a d'autres personnes qui se mettent à poser des questions. Très bien. Alors, je ne vois pas s'afficher pour l'instant vos interrogations et vos questions. Toujours rien. Est-ce que... Non, je ne vois toujours pas de questions. Je vois que Bénédicte Elias est en train de taper quelque chose, une interrogation. On va attendre qu'elle ait fini de la saisir pour que j'ai une chance d'y répondre. Oula, la question a l'air d'être bien longue. Voilà. Lutter contre les interruptions pourrait aussi reprendre le slogan le pouvoir de dire non. Oui. Oui, c'est le pouvoir de dire non d'une certaine manière. À ceci près quand même que dans un contexte professionnel, il n'est pas toujours possible de dire non. Et c'est pour ça que je préfère dire oui, mais plus tard. Maintenant, l'assertivité, c'est vraiment de dire non aux autres et de défendre fermement sa position. Donc, dans certains cas, c'est vrai que c'est le pouvoir de dire non. Maintenant, si votre chef rentre dans votre bureau et vous dit qu'il faut faire ça, lui dire non, ça va pas être possible. Donc, c'est pour ça que je préfère présenter la question sous la forme « Laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire, je m'en occuperai tout à l'heure », c'est-à-dire « Oui, mais plus tard ». Et comment expliquer ça poliment aux collègues c'est cette phrase, laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire, je suis sur un travail important, il faut que les collègues comprennent, respectent mon organisation. C'est pas une question d'explication, c'est juste une question de forme. Si évidemment vous vous comportez en dragon qui crache le feu dès que quelqu'un est en train de le déranger, vos collègues ne vous apprécieront pas et apprécieront pas votre façon de procéder. Par contre, il est légitime de défendre son organisation, il est légitime que quand vous êtes sur un travail important, sur une mission qui fait partie vraiment de vos objectifs, celle sur laquelle vous êtes évalué, il est légitime que vous puissiez dire à un collègue « Non, ce que tu me demandes là, je le traiterai, mais un petit peu plus tard. » Il ne s'agit pas de fonctionner autrement. Je répète aussi ce que je disais tout à l'heure, ces comportements-là sont nouveaux. Ils sont apparus il y a 10 ans ou 15 ans. Avant, quand j'ai démarré dans le métier de la gestion du temps, on n'avait pas autant à faire face au problème de la gestion des interruptions. Et donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est simplement de revenir à un comportement qui auparavant nous paraissait normal. Quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, ça ne me serait pas venu à l'idée de déranger un collègue sans lui demander auparavant « Est-ce que je peux te prendre 5 minutes ?» Et s'il me disait « Non, pas maintenant, mais viens voir tout à l'heure », eh bien, ça paraissait normal. Et c'est cette habitude-là qu'on a perdue. Oui, je suis d'accord avec le bureau individuel, le symbole de la porte fermée est très utile, à condition d'avoir des moments où elle est ouverte. J'ai des collègues qui affichent leur organisation du travail sur leur emploi du temps partagé. Eh bien, ça, c'est clairement une des solutions que je préconise. C'est que les agendas devraient être systématiquement partagés dans une équipe.
On va pas partager son agenda avec la terre entière dans une entreprise de 2000 personnes, pas la peine de dire mon agenda est partagé avec les 2000 salariés. Mais les 8, 10, 15 ou 20 personnes avec qui je travaille vraiment très régulièrement, je dois leur partager cette information qui consiste à leur indiquer je suis disponible ou je ne suis pas disponible. Et des outils comme Outlook, comme Lotus, comme Thunderbird, quand ils sont bien utilisés, eh bien oui, ça donne des informations extrêmement pertinentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'une de mes formations aujourd'hui s'appelle, que vous pouvez même suivre en ligne, s'appelle S'organiser avec Outlook. S'organiser avec Outlook, c'est quoi? C'est comment est-ce que je peux faire d'Outlook un outil de formation, un outil d'organisation efficace, mais c'est aussi très intéressant dans le contexte de ce qu'on est en train de dire, parce que du coup, mes collègues savent exactement ce que je fais à chaque moment de la journée et vont pouvoir consulter mon agenda avant de venir m'interrompre. Le problème des partages d'agenda, que j'ai certains collègues qui pensaient au flicage, oui, c'est vrai au début, les gens ont ce petit soupçon. Maintenant, je crois sincèrement que quelle que soit l'organisation, quelle que soit l'entreprise à laquelle vous appartenez, il n'y a plus de glandeurs, il n'y a plus de paresseux. Les gens qui sont encore en place dans les entreprises et dans les organisations sont, dans l'absolue immense majorité des cas, des gens qui travaillent. Alors, le flicage, il faut sortir de cette logique-là. Maintenant, c'est vrai que si la hiérarchie utilise ça comme outil de flicage, là, on a un problème, mais c'est plus un problème lié à l'organisation, c'est plus un problème lié à la gestion des interruptions, c'est clairement un problème de management. Et là, il y a peut-être d'autres solutions, qui est peut-être de demander de faire comprendre à ce manager qu'une formation gestion du temps, formation, c'est le réflexe, une formation au management peut être très utile. Je précise que je fais pas du tout ce type de formation. Alors, votre approche est très orientée performance, alors qu'aujourd'hui, les compétences clés de la réussite individuelle et organisationnelle vont vers les compétences sociales et la communication. Comment les intégrez-vous dans votre approche? Eh bien, je les intègre dans mon organisation quotidienne en ménageant du temps réservé à ce type de choses. En fait, autant dans mon organisation quotidienne, je me ménage ce que j'appelle des rendez-vous avec moi-même, qui sont des temps consacrés à des actions très précises et que je protège, autant dans mon agenda, je vais ménager des plages que je réserve à l'imprévu. Je les matérialise dans mon agenda par un I. C'est des plages qui sont ouvertes, je ne sais pas encore ce que je vais y faire, peut-être que je vais y traiter la demande d'un collègue qui est venu pendant mon rendez-vous avec moi-même, peut-être que je vais gérer 1 ou 2 mails, mais c'est des plages que je réserve au travail que je ne connaissais pas en amont. Et c'est un peu ce que vous évoquez là, Françoise, c'est cette dimension compétence sociale, cette dimension communication, mais il faut que j'ai du temps, des moments où je peux réserver, que je réserve à ce type de choses. J'ai besoin de temps pour faire mon travail, mais j'ai aussi effectivement besoin de temps pour que les autres puissent venir me voir. Et ça, moi, je le matérialise dans mon agenda. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Françoise, apparemment, a un complément d'information à envoyer. Je vais lui laisser le temps de taper ça. Mais oui, la logique aujourd'hui pour moi de partage des agendas, donner des informations sur ma disponibilité à mes collègues, c'est aussi une solution pour ne pas les laisser m'envahir n'importe quand, n'importe comment. Je précise aussi que dans la gestion des interruptions, même ma hiérarchie, j'ai le droit de lui dire que je ne suis pas disponible a priori pour elle. C'est vrai que la hiérarchie a un privilège qui est de pouvoir changer mes priorités. Mais ça ne m'interdit pas, quand elle veut changer mes priorités, ça ne m'interdit pas de lui dire oui, mais j'étais sur tel dossier, est-ce que c'est prioritaire par rapport à ce que je suis en train de faire? Alors, pour Françoise, des places réservées à l'imprévu, vous pouvez expliquer, je vais essayer d'être un petit peu plus clair que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Dans mon agenda, je mets un certain nombre d'éléments d'information. Certaines me permettent de structurer ma journée. C'est le temps que j'ai d'ores et déjà calé avec les autres, parce que j'ai des réunions, j'ai des rendez-vous, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses que vous mettez d'ores et déjà tous dans votre agenda. J'ai après un concept, si vous allez sur mon blog,
que vous pouvez trouver en tapant Tempéo ou gestion du temps, vous verrez que le concept de rendez-vous avec soi-même, il s'agit de matérialiser dans mon agenda le temps que je prévois de consacrer aux principales tâches de ma journée. Et puis, comme je sais qu'inévitablement vont se produire dans la journée des interruptions, comme je sais qu'inévitablement vont arriver des tâches que je vais devoir accomplir dans ma journée, des tâches que je ne connaissais pas en arrivant le matin, eh bien, il faut que dans mon agenda, je leur garde du temps, que je matérialise des plages. C'est des rendez-vous que je crée dans mon agenda électronique, que je matérialise simplement par un i, et qui permet d'encaisser les à-coups qui inévitablement vont se produire dans la journée. Peut-être que je vais avoir un rendez-vous avec moi-même, peut-être, alors on va dire de 14h à 15h, sur un dossier très important. Eh bien, tout de suite après, je vais me mettre une demi-heure consacrée à un imprévu. L'imprévu, ça va être quoi? Ça va être traiter la réponse au mail que j'ai reçu pendant que je travaillais, pendant mon rendez-vous avec moi-même. Ça peut être traiter les messages téléphoniques qui sont arrivés sur ma boîte vocale pendant que je travaillais. Et ça peut être peut-être d'aller voir le collègue ou d'attendre que le collègue que j'ai renvoyé un petit peu plus tard pendant que je travaillais, et ben attendre que ce collègue revienne avec l'interruption qu'il portait. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair pour vous, Françoise, mais je ne peux pas programmer dans ma journée 100% de mon temps. Il faut que je réserve des plages aux tâches que je ne connais pas en arrivant le matin. Sans quoi, mon organisation quotidienne va forcément exploser. Et c'est aussi un intérêt, c'est que quand un collègue vient me voir, je suis capable de lui dire, eh bien écoute, je suis pris jusqu'à 15h parce que j'ai un dossier très important, viens mais à 15h, je pourrais te consacrer du temps. Comment faire avec les gens qui semblent jouer de l'imprévu d'urgence comme test de réactivité? Par exemple, un futur employeur qui avance de 20 minutes l'heure d'un entretien, une heure avant l'entretien, de 20 minutes l'heure d'un entretien, une heure avant l'entretien. D'accord. Pour le cas précis que vous citez, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Soit vous êtes disponible par mail, je suis désolé. Si vous êtes en train de conduire pour aller à votre rendez-vous, il ne peut pas exiger de vous que vous traitiez le mail et que vous vous adaptiez à une demande que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas recevoir dans des conditions normales. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le principe de base de la gestion du temps, c'est le respect. Gérer son temps, c'est se respecter, c'est demander aux autres de nous respecter, et c'est, par voie de conséquence, respecter les autres. Mais on ne peut pas être taillable et corvéable à merci. Alors bien sûr, quand c'est un recruteur qui veut nous voir et qui nous demande d'avancer un rendez-vous de 20 minutes, c'est difficile, on n'a pas forcément le courage de lui dire, mais à ce moment-là, on peut très bien lui expliquer, mais attendez, je suis en train de me déplacer vers le rendez-vous que vous m'avez fixé, et je l'ai calculé, je l'ai intégré de manière à être à l'heure chez vous. Alors, comme je prends toujours une marge de manœuvre, je pourrais avoir 10 minutes, peut-être un quart d'heure d'avance, mais au-delà, ça devient un petit peu compliqué. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Héloïse. Merhaba, super. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai commencé, si j'ai bien noté, à 13h38. Ça m'a montré qu'il est 13h41. Ah, je vois qu'il y a peut-être encore une intervention. Donc, on va attendre qu'elle s'affiche. Merci, mais je vous en prie. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher sur Internet. Le nom de ma société, c'est Tempéo, et vous pouvez taper blog gestion du temps. Normalement, sur Google, vous tombez sur mon blog. Voilà, merci beaucoup. C'est ça, effectivement, gestion organisation de temps. On va bientôt changer l'adresse pour le mettre sous tempéo.fr, et vous verrez pas mal d'articles qui traitent de la gestion des interruptions, des rendez-vous avec soi, parce que je vous expliquais là comment faire de votre outil, qu'il s'agisse d'Outlook ou d'un autre outil, un outil qui vous aide à vous organiser, etc. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'il me reste
Ah, ma formation à moi, je suppose, Audrey. Je suis ok. Au départ, je suis diplômé d'une école de commerce. Puis j'ai un parcours de vie qui est parti dans beaucoup de choses. J'ai travaillé un peu dans la banque, dans l'intervention économique. Et puis depuis 18 ans, je fais de la formation. Pendant 5 ans, je l'ai fait en tant que salarié, comme je vous le disais tout à l'heure. Et depuis 13 ans, je suis à mon compte. Voilà. Mais je suis aussi un alumni de l'université de Strasbourg, sur un domaine un peu particulier, puisque j'ai un DU de l'université de Strasbourg. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, écoutez, si vous avez envie de jeter un coup d'œil à mon blog, voir peut-être, qui sait, de suivre une de mes formations, ça serait avec plaisir que je vous y retrouverai cette fois-ci autrement qu'en webinar. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne semaine de travail. Merci à tous et à très très bientôt, j'espère. Au revoir. Bon, alors je vous souhaite du coup une très bonne après-midi. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, de les faire parvenir par mail. Je vais vous envoyer tout de suite en fait le lien pour l'enquête de satisfaction et pour le partage en fait de commentaires pour aider notre développement. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires publics dans notre événement en ligne. Voilà, je remercie également Monsieur Almstetter pour cette présentation très complète et j'espère que cette présentation vous a été bénéfique à toutes et à tous. Voilà. Bonne journée encore et à bientôt. Alors le prochain webinaire se déroulera le 9 mai. Ça sera sur comment trouver les coordonnées des recruteurs. Nous avons également un afterwork le 17 mai sur l'intelligence collective. Voilà, quelles sont les techniques pour développer l'intelligence collective au sein des organisations, donc dans un cadre plutôt professionnel. Alors pour répondre à Cathy, la vidéo normalement devrait être disponible. Pour l'instant, nous avons encore des petits soucis matériels, mais on espère pouvoir effectivement la mettre en lien, et dès qu'elle sera disponible, je vous enverrai le lien. J'enverrai le lien à tous les participants. Voilà. Bonne journée encore. Au revoir. Merci, au revoir.